Je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien. La lumière du soleil traversait des rideaux fins et s'installait en nappe tiède sur ma poitrine. Mon t-shirt gris, mon vieux short de nuit, cela était bien à moi. La pièce autour, non. La porte s'ouvrit. Elle entra avec 2 tasses de café. Ses joues étaient roses, elle réprimait un petit sourire qui ne cessait de revenir. « Jonah, tu ne te souviens vraiment pas d'hier soir ?» J'allais répondre. Puis mon regard glissa par-dessus son épaule vers la tête de lit, un petit rouge-gorge en bois, les ailes incurvées selon le geste précis que j'exécute toujours. Le rouge-gorge que j'avais perdu dans une tempête, il y avait 5 étés. Je m'appelle Jonah Everett. J'ai 34 ans et je vis à Beaufort, en Caroline du Sud. Une vieille ville côtière où les chênes vivants laissent retomber la mousse espagnole sur les toits comme une pluie grise et lente, et où le soleil d'été a un goût de sel quand on s'approche assez de l'eau. Mon grand-père m'a légué la maison du 214 rue Laurel, il y a 8 ans. Derrière la maison, passé l'allée en coquillage concassé, se trouve un ancien hangar à voitures que j'ai transformé en atelier. C'est là que je construis et restaure des guitares acoustiques à la main. Je suis luthier, un homme, un établi, une commande à la fois. Ce n'est pas un métier à la mode. Il me convient parfaitement. Chaque dimanche, je sculpte un petit rouge-gorge en bois. Un seul. Je l'emporte au cimetière national de Beaufort et je le dépose sur la tombe de mon père, sur la petite corniche juste au-dessus de son nom. Mon père m'a appris à sculpter quand j'avais 8 ans. Il a placé un morceau de tilleul dans ma main gauche et un petit ciseau dans ma droite. Et il m'a montré comment un oiseau vit à l'intérieur d'un bloc si l'on est assez patient pour le faire sortir. Il est mort il y a 9 ans. Je n'ai pas arrêté de sculpter. Il y a 7 ans, je me suis marié. Elle s'appelle Vanessa Cad. Nous nous sommes rencontrés lors d'un salon de design à Charleston au début du printemps. Elle était éloquente, sûre d'elle, et pendant un temps, sa certitude m'a semblé être une météo dans laquelle j'avais envie de me tenir. Elle croyait que le métier de luthier à Beaufort n'était qu'une phase transitoire. Elle voulait que je ferme l'atelier, que je monte à Charleston et que j'ouvre une boutique sur King Street avec des guitares accrochées au mur comme des œuvres d'art. J'ai dit non. Ce fut le premier jour de tous les jours qui ont suivi. Il y a 3 ans et demi, elle a commencé à coucher avec un entrepreneur de son bureau à Charleston. Il y a 2 ans, nous avons finalisé le divorce. Pas d'enfant. Elle a gardé la bonne voiture. J'ai gardé la maison. Nous ne nous sommes plus parlé après. Il y a 6 ans, ma voisine a emménagé. Elle s'appelle Allie Rayner. Sa mère était décédée au printemps, et Allie était descendue de Charleston pour l'enterrer, puis elle était restée. Elle a hérité d'une petite librairie au bout de Bay Street, appelée le Roitelet des Marais à la Porte Bleue. Une cloche en laiton au-dessus de la porte qui tinte chaque fois que quelqu'un pousse le battant. 3 ans avant la mort de sa mère, j'avais restauré une vieille berceuse en bois pour elle. Noyée, bras fendus, joints desserrés. Je n'avais rien fait payer. Sa mère avait connu mon père. Le jour de l'enterrement, j'ai porté cette même chaise jusqu'à la véranda de Allie et je l'y ai laissée sans un mot. Elle est restée longtemps sur le seuil à la regarder. Je n'ai rien dit. Pendant les 2 années qui ont suivi mon divorce, elle m'a salué chaque matin par-dessus la clôture du jardin. Je lui ai rendu son salut. Rien de plus. Ford Gilly, un facteur à la retraite, dirige l'association de quartier et organise tout. Della Kenny, une veuve de maison plus loin, ne dort pas avant 1 heure du matin et remarque chaque voiture qui passe devant sa fenêtre. Winnie Barrett tient la boulangerie du coin à l'extrémité ouest de Bay Street et sait ce qui se passe dans cette ville avant même que cela n'arrive. Au bout de Laurel Street, il y a un jardin communautaire. Allie cultive des tomates. Les semaines où elle ferme la boutique pour aller à des salons du livre, j'arrose ses rangées sans qu'on me le demande. L'atelier sent le vernis et l'acajou coupé. Quand je prends une Martin des E28 que je viens de remonter, le premier accord emplit la pièce et je me souviens pourquoi je suis resté. Dehors, les fleurs de magnolia emprisonnent l'air au début de l'été. Les cigales tiennent l'après-midi, et vers 8h30 chaque soir, la lumière de la véranda de Allie s'allume quand elle rentre de la boutique, et ma fenêtre de cuisine en capte le jaune, et je le remarque. Un soir de début juillet, Ford Gilly est venu à la porte de mon atelier. Jonah, samedi soir au jardin. Winnie fait du pain de maïs. Allie s'occupe de la limonade. J'ai émis un bruit qui n'était pas un oui. Il m'a regardé une longue seconde et a souri. Viens, mon garçon.
Cela fait 2 ans. Je pensais que ma vie, à partir de ce moment-là, était une ligne droite jusqu'au port. Je me trompais. Cette ligne droite s'est rompue un soir de juillet quand mon ex-femme est revenue à Beaufort et que la voisine qui me saluait depuis 6 ans a franchi la clôture pour la première fois. Ce matin-là, dans la cuisine de Haley, elle m'a raconté tout ce qu'elle savait, un élément à la fois. Elle se tenait près de la cuisinière, le dos droit, la voix posée. Tu as eu un vertige à 22h20. J'ai vu Vanessa près de ta tasse à 20h47. Je n'étais pas sûr, mais je n'allais pas te laisser rentrer seule. Elle a dit qu'elle m'avait ramené chez elle plutôt que chez moi parce que la poche arrière de mon jean ne contenait pas de clé. Elle n'a pas dit pourquoi elle n'avait pas essayé ma porte. Je n'ai pas demandé. Elle a dit avoir dormi sur le grand canapé en bas. J'ai vu la couverture pliée sur son accoudoir quand je suis passé par sa salle de séjour et je n'ai rien dit non plus. L'oiseau sur la table de nuit, je ne l'ai pas mentionné. Elle ne l'a pas mentionné non plus. Je suis rentré pieds nus, mes chaussures à la main. La porte d'entrée de ma maison était déverrouillée. Dans la cuisine, le deuxième tiroir, celui où je range l'acte de propriété, les papiers d'assurance, le dossier marqué maison, était ouvert d'environ un doigt de plus que je ne l'avais laissé. Je le sais parce que je ne touche jamais à ce tiroir. Mon cœur s'est mis à ralentir de cette façon que je connaissais depuis le jour du divorce. Pas de panique, pas de peur, cette autre lenteur, la serrée, celle qui garde les yeux ouverts. Je n'ai pas appelé la police. J'ai tout passé en revue page par page. L'acknowledgement de séparation de biens que Vanessa avait signé en 2020 était toujours là, dans le coffret en bois au fond du tiroir. Rien ne manquait, mais quelqu'un avait fouillé. Le dimanche après-midi, je suis allé au cimetière comme toujours. Le rouge-gorge de cette semaine était grossier, le couteau avait glissé sur l'aile et je ne pouvais pas le rattraper sans perdre la forme. J'ai pris le bon et le mauvais et je les ai posés ensemble sur la corniche de mon père. Je ne suis pas attentif, papa. J'ai dit à voix haute. Personne ne m'a entendu. Le soleil s'inclinait à travers la rangée de chênes vivant le long des tombées. Pour la première fois en 2 ans, je me suis souvenu avoir dit presque les mêmes mots à mon père quand j'avais 8 ans et que j'avais ruiné le tout premier oiseau qu'il m'avait appris à sculpter. Il avait dit, tu ne l'as pas ruiné. Tu apprends le fil du bois. Il l'avait dit comme si c'était une loi du monde. Je suis resté assis sur la pierre plate au pied de sa rangée pendant longtemps après. 3 jours plus tard, Haley est venue avec un bol de soupe au poulet. C'est Winnie qui l'a faite. Elle m'a obligé à te la porter. J'ai protesté. J'ai perdu. Elle se tenait sur le perron. J'ai ouvert la moustiquaire. Elle est entrée de 3 pas, a posé le bol sur la table, a fait demi-tour pour partir. Sur le chemin du retour, son regard s'est arrêté sur la martin accrochée au mur de l'atelier, par la porte ouverte. Mon père construisait des bateaux en bois. Il disait que le bois se souvient des mains qui l'ont façonné. Tu crois qu'une guitare fait pareil, ai-je dit. Oui. Elle a hoché la tête et est rentrée chez elle. Je l'ai regardée traverser la cour par la fenêtre de la cuisine et je me suis dit que je la regardais pour m'assurer qu'elle rentrait bien chez elle. C'était un petit mensonge utile. J'ai commencé à remarquer des choses que je ne m'étais pas autorisé à remarquer depuis 2 ans. Elle s'asseyait sur sa véranda chaque soir après le travail, sans lire, juste assise. La lumière de son salon restait allumée longtemps après que la mienne s'était éteinte. Un soir, je l'ai regardée tenir un livre sur ses genoux pendant 15 minutes sans tourner une page. Je voyais quelque chose. Je ne comprenais pas encore ce que je voyais. Ce samedi-là, un client a appelé pour reporter un remontage de manches sur une guitare de salon de 1938, puis le report s'est transformé en annulation. Il a été poli à ce sujet. Il m'a renvoyé la compte par virement. Je suis resté assis dans l'atelier à regarder le bloc d'acajou que j'avais déjà découpé pour le travail. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. On a frappé à la porte de l'atelier. Haley se tenait là avec 2 tasses de café de la boulangerie du coin. Winnie m'a obligé. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Je lui ai demandé si elle voulait entrer. Je lui ai demandé si elle voulait s'asseoir. Elle l'a fait. Elle s'est assise au coin de l'établi. Elle m'a regardé poncer une tête de manche à la main, un long passage à la fois. Au bout d'un moment, elle a dit, mon père disait que le plus beau fil se trouve là où le bois a failli se briser. Il n'a jamais expliqué plus. J'ai arrêté de bouger. Il avait raison.
Nous sommes restés assis en silence pendant 30 minutes. Elle s'est levée et est partie. J'ai regardé la tasse de café qu'elle avait posée et j'ai réalisé qu'elle n'y avait jamais goûté. Elle l'avait apportée comme prétexte pour venir. Je suis resté assis avec ce fait pendant encore 10 minutes avant de reposer le bloc de ponçage. Quelque chose en moi a commencé à s'incliner vers elle, tranquillement, des côtes vers l'extérieur. Je ne me suis pas permis de le nommer. Je me suis dit que le timing était étrange, que la fête avait été étrange, que son calme à propos de tout cela était étrange. Je me suis dit que je la regardais parce qu'il y avait encore des trous dans l'histoire. C'était le deuxième mensonge utile. La vérité était plus simple et je ne pouvais pas encore y toucher. Je la regardais parce que j'avais manqué d'être vu comme elle me voyait. Il y avait autre chose. 3 fois cette semaine-là, alors que je me tenais près de la clôture pour vider le seau à compost de la cuisine ou enrouler le tuyau d'arrosage, mon regard a dérivé vers le rebord de la fenêtre de son salon. Une rangée de petites sculptures s'y trouvait, 4, sombres sur la peinture pâle. De mon côté de la clôture, je ne pouvais pas distinguer ce qu'elles étaient. Cela aurait pu être du bois flotté, des petites pièces du chantier naval de son père, des bibelots de friperie. Je me suis dit cela. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas demandé. Vendredi matin, je me suis arrêté à la boulangerie du coin pour acheter du pain. Winnie était seule derrière le comptoir. Elle a attendu que le dernier client parte. Puis elle s'est penchée par-dessus le comptoir, doucement et régulièrement, Jonah. Vanessa est de retour à Beaufort. Elle loge chez sa cousine, rue Craven. Tu le savais? J'ai hoché la tête. J'avais vu la voiture 2 fois, une BMW noire que je reconnaissais de 3 ans d'aller. Winnie m'a regardé longtemps avant de reparler, et tu devrais demander pour le petit oiseau sur le rebord de la fenêtre chez Allais. C'est elle qui l'a sculpté? Je lui ai dit que non. Winnie a hoché une fois, lentement. Alors tu devrais demander qui l'a fait. Je suis sorti de la boulangerie avec un sac en papier de pain au levain et une connaissance que je ne voulais pas encore avoir. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer, en passant par le port, les quais aux crevettes, l'ancienne bourse du coton. Je ne me suis pas arrêté. Quand je me suis engagé dans l'allée en coquillage de Laurel Street, Allais se tenait près de sa boîte aux lettres, feuilletant du courrier. Elle a levé les yeux. Elle m'a fait signe. J'ai fait signe en retour. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus que d'habitude. Elle est rentrée. Je suis resté assis dans le camion, moteur éteint, le pain au levain sur le siège à côté de moi, et je n'ai pas ouvert la porte pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ce soir-là, alors qu'elle avait quitté l'atelier la veille, sur le seuil, elle s'était arrêtée, à moitié retournée. Elle avait dit, « Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je me tenais près de la table des boissons, cette nuit-là. » J'ai dit, « Je me suis dit que tu me le dirais quand tu voudrais. » Elle est restée un moment, à moitié tournée vers le jardin, à moitié vers moi. Oui. Mais merci de ne pas avoir demandé. Je me souviens de cette phrase exactement. Je me souviens de la façon dont elle est tombée. Pas de la gratitude pour la question épargnée, mais de la gratitude d'avoir pu garder quelque chose un peu plus longtemps. De la gratitude de ne pas l'avoir forcée à dire la chose qu'elle était presque, mais pas tout à fait prête à dire. Je suis resté assis dans l'atelier 1 heure de plus après son départ. Je n'ai pas touché à la guitare. Je n'ai pas touché au bloc d'acajou. Je suis resté assis à écouter le bruit de la porte de sa véranda qui se fermait de l'autre côté de la cour. Quand il est venu, je me suis levé. Je suis rentré. Je me suis allongé. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Mardi matin, une BMW noire s'est arrêtée devant l'atelier. Vanessa en est descendue et m'a fait signe comme si les 3 années et demie ne s'étaient pas produites. Un petit signe léger, le genre qu'on fait à un collègue qu'on apprécie à peine. Un homme en costume gris est sorti du côté passager. Une mallette dans la main gauche. Un avocat. Elle se tenait sur le seuil de l'atelier, le regard glissant sur les cordes que j'avais accrochées le long du mur du fond. Jonah, toujours là. Toujours exactement là où je t'ai laissé. Elle souriait en le disant et cela ne signifiait rien de sympathique. Elle m'a tendu un dossier. Une plainte civile, une réclamation sur la succession maritale déposée la veille au comté de Beaufort. Sa thèse, pendant les 9 premiers mois du mariage, elle avait investi du travail dans la restauration du toit de la maison de Laurel Street, ce qui lui donnait droit à une part de la valeur augmentée.
Et l'acknowledgement de séparation de biens qu'elle avait signé en 2020 était, selon son dossier, signé sous la contrainte. L'avocat me regardait avec un visage entraîné à n'exprimer aucune émotion. Vanessa continuait de sourire. J'ai senti l'atelier devenir très silencieux autour de nous, comme une pièce le devient quand un compresseur s'arrête. Je n'ai pas parlé. J'ai posé le dossier sur l'établi, sur un petit tas de chiffons tachés de gomme laque. Elle a incliné la tête. Tu as meilleure allure que ce à quoi je m'attendais, Jonah. Après l'autre nuit, je veux dire. Elle a laissé la phrase suspendue dans l'air comme un hameçon. J'ai compris exactement ce qu'elle faisait. Elle essayait de savoir ce que je savais. Elle essayait de savoir ce que Ale m'avait dit. Je l'ai regardée pendant ce que j'ai imaginé être 3 secondes pleines. Puis j'ai dit, Vanessa, s'il y a un dépôt de plainte, j'y répondrai par écrit par l'intermédiaire de mon avocat. Je n'ai pas élevé la voix. Elle a maintenu le sourire un moment de plus, puis l'a laissé tomber, et j'ai aperçu un éclair de la personne à qui j'avais réellement été marié, celle qui ne supportait pas une pièce qu'elle ne contrôlait pas. Elle a fait demi-tour. L'avocat lui a ouvert la portière. Ils sont repartis dans Laurel Street, assez lentement pour que tout le pâté de maison les voie. Cet après-midi-là, Winnie a appelé la ligne de l'atelier. Il faut que tu viennes ici. À la boulangerie, j'ai entendu la même histoire de la part de 3 habitués différents. Chaque version un peu différente, mais le même fond. Ale Rainer est obsédée par Jonah Everett depuis des années. À la fête de quartier, elle a mis quelque chose dans son verre. Elle l'a emmené dans son lit. Il y a un petit oiseau en bois qu'il a sculpté sur sa table de nuit. La preuve, disait-il. Vanessa avait commencé à planter des graines. Elle ne mentait pas carrément. Elle disait des vérités sous un mauvais angle. Ale m'avait bien ramené chez elle cette nuit-là. Le rouge-gorge existait bien. Ale avait été silencieuse pendant 5 ans. 3 vérités entrelacées en une accusation à laquelle on ne pouvait répondre sans avoir l'air de se défendre. Je suis allé directement au Roitelet des Marais. Ale était seule derrière le comptoir. La cloche en laiton a tinté quand j'ai poussé la porte bleue. Elle a levé les yeux, et dans la demi-seconde avant qu'elle ne puisse composer son expression, j'ai vu le visage d'une personne qui lisait les avis en ligne sur sa boutique depuis une semaine. Des avis 1 étoile, probablement. Anonyme. Coordonné. Je n'ai pas eu à demander. Je le voyais dans la tension autour de sa bouche. Je lui ai demandé si elle allait bien. Je vais bien, Jonah. C'est la partie difficile, mais je vais bien. Je lui ai demandé ce dont elle avait besoin. Elle a dit, rien. Retourne à l'atelier. Continue à travailler. Ne la combats pas à coups de bruit. Elle vit de bruit. J'ai commencé à dire quelque chose. Elle a secoué très légèrement la tête. Je sais ce que tu veux dire. Ne le dis pas maintenant. Il y a des choses que je ne veux pas qu'on dise quand quelqu'un d'autre les a forcés à sortir. Laisse-moi choisir le jour. Je suis resté un moment, puis j'ai hoché la tête et je suis parti. La cloche en laiton a tinté de nouveau derrière moi. Je l'ai entendue jusqu'au camion. Vendredi après-midi au jardin communautaire. Winnie m'a tiré à l'écart derrière l'abri à outils. Elle a fait un signe de tête vers les rangées de tomates. Della Kenny était au bout, en train d'arroser, se déplaçant lentement comme toujours. Tu devrais savoir quelque chose. Della a vu une lampe de poche bouger à l'intérieur de ta maison cette nuit-là, la nuit de la fête. Elle a appelé Ford. Ford n'a trouvé personne quand il est arrivé, mais Della se souvient de l'heure, 23h15. J'ai senti le froid commencer à la nuque et descendre. Ford a prévenu la police. Winnie a hoché une fois. Ce matin. Il demande à voir les images de la caméra du jardin. Attends. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma véranda. La lampe dans la pièce de devant de Ale était allumée. J'ai regardé son ombre traverser la fenêtre 2 fois. J'ai pensé à aller la voir. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis allé dans l'atelier, j'ai pris un bloc de tilleul que je n'avais pas encore coupé, et j'ai commencé à sculpter. Pas un oiseau, 2. Leurs ailes tournaient l'une vers l'autre, sans se chevaucher, juste face à face. J'ai travaillé passé minuit sans remarquer le temps. Dimanche matin, je me suis arrêté à la boulangerie du coin sur le chemin du cimetière. De l'autre côté de la rue,
Vanessa se tenait sur le trottoir en conversation avec deux femmes que j'ai reconnues comme des habituées de la librairie de Haley. Elle m'a vu à travers la vitre. Elle a souri. Elle a levé la main dans ce même petit signe léger, comme si nous étions de vieux amis qui se croisaient par hasard dans une petite ville. Je n'ai pas rendu son signe. J'ai pensé à ce que Haley avait dit où elle vit de bruit et à ce que mon père me disait à l'établi quand j'étais jeune et que je me frustrais sur une pièce. Le bon bois n'a pas besoin d'élever la voix. 3 fois cette semaine-là, je me suis surpris la main sur le portail de la clôture, prêt à aller voir Haley sur sa véranda et à lui demander carrément depuis combien de temps elle gardait mon rouge-gorge et pourquoi. 3 fois, je me suis arrêté, non pas parce que je ne voulais pas savoir, mais parce que je commençais à soupçonner que je le savais déjà et que je ne voulais pas entendre la réponse alors que j'étais en colère contre quelqu'un d'autre. Je voulais l'entendre clairement. Je voulais qu'elle puisse le dire sans être forcée de le dire. Vanessa est passée à l'atelier une fois de plus cette semaine-là, seule, sans avocat. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte comme si elle en avait le droit. Elle a dit, « Tu penses toujours que j'ai signé ce papier en pleine possession de mes moyens, Jonah ?» J'ai dit, « Tu l'as signé plus clairement que quiconque je n'ai jamais vu signer quoi que ce soit. C'est ça qui te dérange. » Elle est restée immobile pendant 3 secondes, puis elle a souri. Elle n'a pas figé son visage. Elle a fait demi-tour, est retournée à la BMW et est repartie. J'ai regardé les feux arrière disparaître au coin de la rue et je ne suis pas resté à l'établi pendant encore 5 minutes. Ford Gilly a frappé à la porte de l'atelier à 21h ce soir-là. Il n'est pas entré. Il se tenait sur le petit perron, sa casquette à la main. Jonah, la caméra du jardin a donné des résultats. Tu devrais passer à la maison demain soir. La police sera là. Della vient. J'ai hoché la tête. Il a fait demi-tour pour partir, puis s'est arrêté, une botte sur la marche. Et Jonah, dis-le à cette fille avant que cette ville ne le lui dise à ta place. Lundi soir, dans le salon de Ford Gilly, nous étions 4 moi, Ford, Della Kenny et le lieutenant Beauchamp du service de police de Beaufort. Ford avait son ordinateur portable ouvert sur la table basse entre nous et avait déjà positionné l'horodatage. La caméra de sécurité du jardin, pointée de l'abri à outils vers la table des boissons, 20h47. Vanessa dans le cadre pendant 30 secondes, debout à côté du gobelet en plastique rouge que je venais de poser, sa main est passée au-dessus du gobelet, un petit mouvement, presque anodin. On ne voyait pas exactement ce qu'elle y avait versé. On voyait le mouvement assez clairement. Le lieutenant Beauchamp a hoché lentement la tête. C'est assez pour ouvrir un dossier. Combiné à la déclaration de Madame Kenny sur la lampe de poche et les empreintes que nous avons relevées dans votre tiroir de cuisine, Vanessa Cade. Il a glissé un papier sur la table basse. Nous l'inviterons au poste demain matin. Je l'ai remercié. J'ai remercié Della. J'ai remercié Ford. Je suis sorti de chez Ford et je suis resté au bord du trottoir pendant 10 minutes, les mains dans les poches. La nuit était calme et chaude, et les cigales faisaient leur travail de fin d'été. Je ne restais pas là à cause de Vanessa. Je restais là à cause de Haley. J'avais une chose à lui dire et je n'en avais pas encore trouvé la forme. Je suis rentré lentement dans Laurel Street. La lampe de la pièce de devant de Haley était allumée. La porte principale était ouverte derrière la moustiquaire. Elle était dans le fauteuil près de la fenêtre, un livre sur les genoux. Sa main reposait sur une page qu'elle ne lisait pas. J'ai frappé. Elle a levé les yeux sans surprise, comme si elle m'avait attendu toute la soirée, comme si elle m'attendait depuis que la cloche en laiton du Roitelet des Marais avait tinté cet après-midi-là. Elle a déverrouillé la moustiquaire et je suis entré. Je n'ai rien dit. Je suis passé devant elle dans la pièce de devant et je me suis arrêté sur le seuil de sa chambre. Elle l'avait laissée ouverte. Sur la table de nuit, le petit rouge-gorge en bois, le même que j'avais vu le matin de mon réveil. Je suis entré, je l'ai pris. Mon pouce a trouvé la légère aspérité le long des plumes de la queue, l'endroit précis où un ciseau avait glissé quand j'avais 29 ans. Le seul rouge-gorge que j'ai jamais sculpté avec une erreur que je ne pouvais pas rattraper, celui que j'avais perdu. Je me suis retourné. Haley se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés lâchement, une main sur le coude opposé. J'ai dit, depuis combien de temps? Elle a répondu sans hésiter. Sa voix était calme. 5 ans et 2 mois. La tempête au début de juin. Je l'ai trouvé le lendemain matin dans mon carré de tomates. J'avais l'intention de te le rendre.
Je l'ai ramassée et je suis allé jusqu'à la clôture et je n'ai pas pu la franchir. Je l'ai rentrée et je l'ai posée sur la table de nuit. Je me suis dit que je te le rendrais la semaine suivante, mais tu étais déjà marié. Je ne pouvais pas franchir cette clôture. Puis l'été s'est terminé. Puis le suivant. Puis tu as divorcé. Et à ce moment-là, je ne le pouvais plus. Je me suis assis sur le bord de son lit. L'oiseau reposait dans ma paume, le bois tiède d'avoir été manipulé. Elle s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Elle m'a raconté l'enterrement de sa mère, la berceuse que j'avais laissée sur la véranda sans un mot, ce que j'avais dit à sa mère des années auparavant, quelque chose que mon père disait ou que les objets gardent les personnes qui les ont faits. Elle a dit qu'elle s'était relue cette phrase chaque soir pendant 6 mois. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu aller au cimetière tous les dimanches et qu'elle avait compris sans demander que mon père m'avait appris à sculpter et que je le portais encore. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dire tout cela. Je n'attendais pas, Jonah. Je vivais à côté de toi. Il y a une différence. Cette nuit-là, quand je l'ai vue avec ta tasse, je n'allais pas te perdre à cause de mon propre silence. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis là longtemps, plus longtemps que je n'étais resté immobile depuis des années. Elle n'a pas insisté. Elle n'a pas rempli le silence. Finalement, je me suis levé et j'ai reposé le rouge-gorge sur la table de nuit, exactement à l'endroit où elle l'avait gardé, dans le petit cercle clair que sa main avait usé dans la poussière du bois au fil de 5 années. J'ai dit, je dois rentrer, pas parce que je suis en colère, mais parce que je ne veux pas te répondre avec quelque chose dont je serai désolé demain matin. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé quand je reviendrai. Elle ne m'a pas suivi jusqu'à la porte. Je suis rentré comme j'étais venu, lentement, les mains dans les poches. Je suis allé directement à l'atelier. J'ai allumé la lampe d'établi. J'ai sorti la paire de petits rouge-gorge que j'avais commencé à sculpter samedi soir, les deux aux ailes tournées vers l'intérieur, se faisant face sans se toucher. Je me suis assis et j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Je ne me souviens pas à quoi j'ai pensé en sculptant. Je me souviens seulement de mes mains, de l'odeur du tilleul et du grattement régulier du couteau. À 3h20, j'ai porté la paire à travers la cour dans l'obscurité. L'herbe était humide. Je les ai posés sur la rambarde supérieure de sa véranda, à l'endroit exact où le rouge-gorge original avait disparu 5 ans plus tôt lors de cette tempête estivale. Puis je suis rentré. Je me suis allongé sur les couvertures, encore habillé. J'ai dormi environ 1 heure. Le matin, j'ai trouvé une petite tasse de café sur la rambarde de ma véranda, encore tiède. À côté, un carré de papier plié. 4 mots de son écriture, merci. Je suis là quand tu seras prêt. Vanessa a été arrêtée mardi matin. La réclamation sur la propriété a été rejetée en moins de 6 semaines. Elle a écopé d'une peine avec sursis et d'une ordonnance restrictive de 400 mètres de Laurel Street, sans contact direct. Elle a quitté Beaufort sans faire de bruit. Personne ne l'a raccompagnée. Personne n'en avait besoin. Winnie n'a dit qu'une chose à ce sujet, le lendemain matin de son départ, le bruit s'épuise. Allez et moi ne nous sommes pas précipités. Elle venait à l'atelier le samedi. J'allais à la librairie le mardi. Nous nous asseyions sur les vérandas de l'autre le soir, plus de salutations par-dessus la clôture. Certains soirs, elle apportait de la soupe de Winnie. Certains soirs, j'apportais une guitare de salon que j'avais enfin terminée, et elle m'écoutait l'accorder. Et après, elle disait, mon père avait raison. Le bois se souvient des mains. J'ai ri. C'est devenu la phrase que nous nous disions quand nous ne trouvions rien d'autre à dire. C'est devenu un petit rituel, comme les dimanches matins étaient un petit rituel. Et j'ai commencé à comprendre qu'une bonne vie est principalement composée de petits rituels empilés les uns sur les autres. En octobre, je l'ai invitée à dîner, comme il se doit. Au Hall Bull Taverne, près du port. Des bougies sur la table en bois. Elle était assise en face de moi. Je lui ai dit la vérité sur les 2 années de mon divorce, que j'avais eu peur que si jamais je choisissais à nouveau, je choisirais mal à nouveau, et que cette peur m'avait semblé être une condition permanente. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, tu ne m'as pas choisi, Jonah. Tu m'as reconnu. Ce sont des choses différentes. Ce fut la première fois que je pris sa main. Nos doigts se sont entrelacés sous le bord de la serviette et aucun de nous n'a retiré la sienne pour le reste du repas. Cet hiver-là,
elle a fermé la librairie pendant les 2 semaines autour de Noël et est venue à l'atelier tous les jours pour m'aider à terminer une commande de 5 guitares d'étudiants pour une école de musique de Savannah. Elle a poncé des manches à la main, d'une prise ferme, comme quelqu'un qui a grandi dans un chantier naval. Le soir du Nouvel An, nous étions assis sur ma véranda, buvant du cidre chaud dans des tasses en fer blanc. Je lui ai donné un rouge-gorge oin que j'avais sculpté le premier dimanche après ses aveux. Elle l'a retourné dans sa main pendant longtemps, puis elle l'a posé sur mon rebord de fenêtre au lieu de le rapporter chez elle. Ici, pas chez moi. Qu'il rentre à la maison. J'ai compris la petite décision à l'intérieur du petit geste. J'ai compris que c'était une grande décision à l'intérieur d'un petit geste. Ce printemps-là, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie au jardin communautaire. Ford l'a accompagné entre les rangées de tomates. Winnie a fait le gâteau. Della a pleuré au premier rang dans un mouchoir en lin qui devait être plus vieux que mon père. Je portais une chemise blanche unie et je me tenais sous une tonnelle de magnolia construite par le petit-fils de Ford. Sur la petite table à côté des bougies, le premier rouge-gorge que j'avais sculpté, avec une erreur. Celui que Haley avait gardé pendant 5 ans et 2 mois. Elle s'est avancée vers moi. Je n'ai pas parlé pendant 3 secondes. La phrase que j'avais écrite dans ma tête depuis une semaine ne venait pas, d'abord. Puis elle est venue. J'ai sculpté ces oiseaux pour retenir les personnes qui étaient parties. Je ne savais pas que j'en sculptais un qui te retiendrait ici. Merci de l'avoir ramassé. Elle a souri. Ses yeux se sont illuminés d'une façon dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. 1 an après le mariage, un samedi après-midi au Roitelet des Marais, à l'Élysée avec une petite fille de 6 ans nommée Mira, la fille d'un nouveau voisin 2 maisons plus loin. Mira a ramassé le petit rouge-gorge en bois que Haley gardait près de la caisse, un nouveau que j'avais sculpté comme une sorte d'enseigne pour la boutique. Tonton Jonah, c'est quoi comme oiseau? Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. C'est un rouge-gorge. Mon père m'a appris à les sculpter quand j'avais ton âge. Elle a hoché la tête très sérieusement et a reposé l'oiseau sur le comptoir avec ses 2 mains, avec soin, comme si elle posait quelque chose qui pourrait prendre vie si on le tenait mal. Haley se tenait derrière la caisse et nous regardait. Nous n'avons pas parlé. La cloche en laiton a tinté quand Mira est sortie en courant vers sa mère sur le trottoir. Ce dimanche-là, je suis allé sur la tombe de mon père comme je le fais toujours. Cette fois, Haley est venue avec moi. Elle n'était jamais venue auparavant. Sur la corniche au-dessus de son nom, j'ai posé 2 nouveaux rouge-gorge oin que j'avais sculptés, un qu'elle avait sculpté sous ma direction pendant 3 nuits dans l'atelier. Le sien avait une glissade dans les plumes de la queue, juste une petite, le genre de glissade qu'on laisse exprès quand on est assez vieux pour savoir pourquoi. Elle me l'a tendu avant que je le place. Mon couteau a glissé. J'ai souri. Le tien ou celui de l'oiseau? Tu apprends le fil du bois. Elle a regardé la pierre tombale pendant longtemps. Puis elle a parlé à mon père, d'une voix posée et claire, comme s'il était assis de l'autre côté de la corniche. Monsieur Everett, je suis Haley. J'ai gardé l'oiseau de Jonah pendant 5 ans. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps, mais je le rembourse un par un, tous les dimanches. Je l'ai regardé. Je n'ai pas parlé. J'ai pris sa main. Nous avons traversé la rangée de chênes vivants, et le vent soufflait lentement dans la mousse au-dessus de nos têtes. Beaufort au début du printemps sentait le sel, l'herbe nouvelle et les derniers frissons du froid. Elle a tenu ma main tout le chemin jusqu'au camion. Je me souviens avoir pensé, sans le vouloir, que je ne savais pas comment une personne pouvait porter quelque chose en silence pendant 5 ans et 2 mois, puis le rendre en un dimanche après-midi sans rien demander en retour. Je ne sais toujours pas comment elle a fait. Je sais seulement qu'elle l'a fait, et que quelqu'un qui fait cela est quelqu'un autour de qui construire le reste de sa vie. La petite maison du 214 rue Laurel est toujours là, comme avant. L'atelier bourdonne quand le compresseur s'enclenche. Sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, il y a maintenant une rangée de petits rouge-gorge sculptés, certains miens, certains siens, et un que Mira a commencé à travailler avec un petit couteau émoussé sous l'œil de Haley. Le dimanche matin, le camion chauffe dans l'allée et nous montons tous les 2 avec du café de la boulangerie du coin. Winnie nous fait signe derrière la vitre. Ford est sur sa véranda de l'autre côté de la rue, lisant déjà son journal. La lumière de la cuisine de Della est éteinte. Elle a enfin commencé à dormir toute la nuit. Et elle est assise à côté de moi sur le siège, un petit oiseau sculpté sur les genoux et la main sur mon genou. Et nous partons ensemble au cimetière,
comme je partais autrefois seul. Maintenant, 3 ans après cette nuit où je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien, je comprends quelque chose que mon père m'a appris quand j'avais 8 ans, mais je le comprends avec 26 ans de retard. Il sculptait des oiseaux pour rester dans la même pièce que lui-même. Il ne l'a jamais dit, mais c'est ce qu'il faisait. Quand il est mort, j'ai repris le rituel sans savoir pourquoi je le gardais. Je le gardais parce que j'attendais que quelqu'un en ramasse un aussi. Elle en a ramassé un. Elle l'a gardé en silence pendant 5 ans et 2 mois parce qu'elle comprenait quelque chose que j'ai mis 2 années de divorce supplémentaires à apprendre, qu'il y a des gens qui aiment en marchant vers vous et des gens qui aiment en restant à la bonne distance. Vanessa aimait en prenant de la place. Elle aime en laissant de l'espace. Je croyais autrefois que le bruit était le signe de l'amour. J'avais tort. Le bruit est le signe d'une personne qui a peur de perdre le contrôle. Le vrai amour est silencieux, comme un petit oiseau en bois sur une table de nuit qui ne demande rien pendant 5 ans. Il y a maintenant cette rouge-gorge sur le rebord de notre fenêtre de cuisine. Il y en a 2 sur la tombe de mon père tous les dimanches. Il y en a un au Roitelet des Marais qui sert d'enseigne. Et chaque samedi, dans la petite main de Mira, il y en a un nouveau qu'elle apprend à tenir assez délicatement pour que les ailes ne se brisent pas. Une question pour vous. Avez-vous déjà gardé quelque chose en silence pendant des années, simplement parce que vous n'étiez pas sûr que l'autre personne était prête à le ramasser? Si vous deviez choisir demain, choisiriez-vous la personne qui marche vers vous ou celle qui reste à la bonne distance? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous pour d'autres histoires lentes comme celle-ci, et dites-moi dans les commentaires quelle rouge-gorge vous gardez encore. Je lis tous les commentaires. Je serai là.